je sais pas quoi faire pour dîner. De la viande ou du poisson? Je sais pas. Eh ben, pendant que je suis en train de chercher une recette, si tu veux, sers-toi, prends un chocolat. Alors, Joconde, qu'est-ce que c'est ça? Un macaron, c'est pour le dessert. Poulet farci, ça c'est bien ça. Pas mal. Choucroute. Ah, choucroute. Tiens, ben à propos de chocolat, sais-tu que les grands chocolatiers au début du 19e siècle étaient soit des confiseurs, soit des pharmaciens? Oui. Au départ, ce sont les Mayas qui cultivaient le cacaoyer et ce sont les conquistadors espagnols qui ramènent le cacao en Europe. Et pour la petite histoire, Christophe Colomb, qui un jour se baladait sur son bateau, trouve des graines de cacao. Eh bien, il les jette par-dessus bord, parce qu'il croyait que c'était des crottes de chèvre. Ouais. Au cours du XVIIIe siècle, en France, on prête au chocolat des vertus médicinales et aphrodisiaques. D'ailleurs, le marquis de Sade en parle beaucoup dans ses ouvrages. Enfin bref, parmi les grands de l'époque, on a par exemple Philippe Suchard, qui était confiseur et qui devient chocolatier. On a aussi Amédée Van Houten, qui invente le cacao en poudre. Rodolphe Lindt, après ses études de pharmacie, se lance dans le chocolat. Et puis, on a aussi des pharmaciens comme Henri Nestlé ou Antoine Brutus Meunier. Aujourd'hui, tous ces noms sont devenus des empires industriels mondiaux. Ah bah dis donc, je vois que tu aimes le chocolat. Ah. Oh, mais ils sont drôlement en retard, hein. Bon, bah écoute... Ah, les voilà. Excuse-moi, c'était pour tout à l'heure. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition TV Images 48. Que va-t-il se passer à Florac au cours de cette année? Vous allez voir plein de choses. Florac, pendant quelques jours, va devenir la capitale de la randonnée. Et tout ça à cause de Robert Louis Stevenson, qui avait trouvé que les femmes de Florac étaient les plus belles qu'il n'ait jamais rencontrées. Et aussi le célèbre chemin qui porte son nom. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le président de l'association Sur le chemin de Stevenson, Christian Brochier, l'organisateur de cette manifestation. L'association Stevenson va fêter ses 20 ans à Florac le 7, 8, 9, 10 et 11 novembre 2014. Et à cette occasion, nous souhaitons avoir plusieurs journées d'animation. Une première autour du réseau européen que nous avons suscité et qui va fêter, nous l'espérons, le label, la mention itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, le vendredi. Le samedi et le dimanche, 2 journées consacrées à la randonnée. On déclare Florac capitale de la randonnée, avec des expos, des films, des stands, un salon de la randonnée avec un pôle littéraire, un pôle voyage, grands itinéraires de randonnée, on n'en manque pas en Lozère, un pôle aussi produits locaux et initiatives locales. Et parallèlement, le samedi aura lieu un colloque sur le travail en réseau. On souhaite en effet réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le travail en réseau. Ça fait partie de ce qu'on a développé et de la façon dont on a travaillé avec tous nos prestataires. Et on voudrait avoir une vue sur qu'est-ce que c'est que le travail en réseau, pourquoi ça marche. Et on voudrait clore l'événement par une marche pour la paix, puisqu'on est au centenaire de la Grande Guerre, en marchant sur le chemin de Stevenson, de Florac jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, sur le thème l'amitié européenne et la paix 100 ans après. Donc cet événement est destiné au grand public, aux professionnels de la randonnée
et à tous ceux qui aiment marcher et qui aiment Stevenson. Pour avoir des informations, allez voir notre site internet et notre page Facebook qui, à partir du 25 avril, va donner petit à petit tous les détails sur l'organisation de ces journées, puisque au cours de ces 20 ans, nous fêterons aussi les 120 ans de la mort de Stevenson. C'est un autre anniversaire. Et venez nombreux à cet événement qui sera un moment important dans la vie locale. À Florac, des artistes créateurs viennent en résidence à la Genette Verte, justement pour créer des spectacles originaux avec quelquefois un mélange des genres un peu surprenant. Le spectacle Anna, que nous allons créer vendredi, est en fait une réponse à un appel à projet autour des traditions du Massif central, des traditions danse, bourrée, musique traditionnelle, en y apportant un regard plus contemporain. J'ai volontairement pris le parti de ne pas utiliser la musique traditionnelle et de créer moi-même une musique électroacoustique et électronique. En y intégrant également un travail vidéo à partir d'images qui ont été captées en Lozère. Et nous avons également filmé 3 danseurs, José et Hélène Dubreuil ainsi que Didier Decombat, à Clermont-Ferrand, pour ensuite traiter les images en studio avec cette démarche de tout inverser, c'est-à-dire de mettre la terre au ciel et le ciel au niveau de la terre. Voilà, ne pas donner une interprétation directe des paysages et de la danse, mais de le décaler, le déplacer à travers ce mouvement inversé sur les images. La dimension physique du son est importante aussi. L'expérience d'être traversé par une vibration, voilà, de ressentir physiquement le son est important. Donc maintenant, on en est à trouver le cocon qui va réunir tous ces éléments. Nos élus le disent et ils se sont même réunis à Florac pour ça. Il faut tout faire pour favoriser l'installation de ceux qui veulent s'implanter en Lozère. Y a-t-il une différence entre les mots et la réalité? TV Image 48 est allé à la rencontre d'un nouvel agriculteur installé à Cassagnas. Bon, nous avons recherché une exploitation en Lozère, c'était quand ça? C'était au printemps 2010. Alors pour ça, nous avons contacté la DASEA, après la SAFER, différents organismes agricoles. Et il s'avère que c'est pas évident, quoi. On a trouvé une exploitation à reprendre. Après, on s'est orienté sur des GAEC pour participer. C'est pareil, c'était pas très évident. Et il faut dire qu'il y a différents services qui n'étaient pas vraiment synchronisés. Alors qu'on s'était rapproché aussi un peu du Cantal, le sud Cantal, et là ils nous proposaient de faire un week-end, un séminaire avec tous les organismes ensemble pour orienter notre recherche, quoi, et pour voir s'il y avait des opportunités. Alors ce qu'il y avait aussi dans notre parcours, c'est qu'on souhaitait forcément faire une activité agricole, une activité de diversification avec de l'accueil. Alors que ce soit lors d'une installation ou avec les reprises des GAEC, donc toutes les fois ça a été notre souhait, quoi. Donc c'était bien accepté par les gens des GAEC et puis pour l'installation il n'y avait pas de problème particulier. Si ce n'est bien sûr, toujours pareil, la confrontation avec les différents services. Pour l'accueil, on ne savait pas si c'était de l'activité agricole associée ou si c'était donc de l'activité commerciale. Bon, finalement, nous avons trouvé notre bonheur sur la commune de Cassagnas, dans le sud de Lozère, à 18 km de Florac et à 50 d'Alès,
qui est très bien desservi puisque c'est l'axe Alès-Mende par la 106. Ensuite, c'est aussi une opportunité parce qu'en fait, Castagnas, c'est une ville-étape du chemin de Stevenson. C'est une étape historique. Donc, ça nous a permis aussi d'accélérer la partie touristique. Donc, cette activité touristique, donc, ça se traduit par un camping à la ferme avec 6 yourtes. Après, nous proposons aux gens de venir voir les chèvres, participer à la traite, venir faire du parcours avec elles aussi. Après, nous prêtons aussi une ânesse pour faire un petit parcours d'initiation surtout pour les enfants. Et après, donc, il y a plein de randonnées depuis ici. Il y a une belle retenue d'eau l'été sur la commune, sur la rivière Mimente qui se fait l'été. Et après, c'est à proximité aussi de Florac, de la piscine Saint-Privat de Valongue, de plein d'autres lieux naturels très jolis. Bon, mais c'est vrai qu'ici, c'est pas pareil que dans mon ancienne activité, qui était, je travaillais dans l'aéronautique. C'est d'abord à Cannes et puis après à Toulouse. C'était dans un bureau, donc par rapport à ici, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir par rapport à ici, donc c'est juste que c'est un retour aux sources. Parce que la famille agricultrice, donc soit en Lozère ou dans le Vaucluse, il n'y a pas les bouchons, il n'y a pas la pollution. C'est des grands espaces. C'est également faire le bois pour se chauffer l'hiver, c'est ramasser les champignons à l'automne et partir en parcours avec les chèvres toute l'année. Donc, tout s'est bien terminé et depuis, des progrès ont été faits. Si je vous dis qu'il possède 28 isotopes avec un nombre de masses variant de 45 à 72, ainsi que 6 isomères nucléaires, vous pensez à quoi? Allez, je vous aide. Son symbole chimique est Fe. Eh oui, c'est le fer, un métal dur qui, contrairement à ce que l'on croit, est parfaitement malléable. Démonstration. Je me suis intéressé également à la thermique et j'ai commencé à fabriquer des cheminées. J'ai eu l'idée de faire des cheminées, finalement. Et donc, à partir de là, j'ai travaillé le métal. Et donc, toujours avec une idée de création originale. Pas répéter les choses. Et ce qui m'intéresse, c'est de former, déformer, le travailler, en fait. Travailler la matière. Moi, ce qui m'intéresse dans le métal, c'est comme ça paraît très dur, agressif, violent, mais en fait, ça se travaille très facilement. Et justement, pour la création, c'est très adapté. On n'est pas obligé de suivre véritablement un dessin. On peut, en travaillant une idée, on travaille le fer et on le tord et on le soude. Et si la ligne ne nous plaît pas, eh ben, on peut couper et ressouder. Et ce qui est très intéressant, c'est cette légèreté en même temps qu'on peut avoir avec le métal. Ce qui est étonnant. Et ce qui étonne d'ailleurs toujours, quand on voit les escaliers par exemple, qui sont transparents et qui font très léger. Je choisis le métal en fonction des structures que je vais faire. C'est-à-dire que je fais un croquis de ce que je veux réaliser. Et quand j'ai fait pendant que je fais ce croquis plutôt, j'imagine qu'il va me falloir tel ou tel métal pour le réaliser. Donc telle épaisseur, telle grandeur. Et tout en dessinant, j'imagine
comment je vais le travailler. Le métal. Et d'ailleurs, il faut aimer le métal pour le travailler. Sinon, il faut aimer la matière, cette matière pour la travailler. Oui, par exemple, le lampadaire sur lequel je travaillais, là, j'ai choisi une tôle de 3 mm parce que pour la tordre et pour avoir cette forme que j'ai découpée, pour avoir cette forme, il me fallait cette épaisseur. Parce qu'elle allait s'enrouler d'une certaine manière parce qu'elle a cette épaisseur. Alors ce que j'aime bien dans la finition, c'est quand j'ai réalisé la pièce et que je me recule encore une fois et que je la regarde dans tous ses sens. Hein, et j'adore et je dis ça marche. C'est-à-dire cette forme, elle marche. Et en fait, je ne sais jamais pourquoi. Florac se prépare aussi pour la commémoration du centenaire de la guerre 14-18. Les enfants de l'école primaire Suzette-Agulon se sont rendus sur le terrain, à Paris et à Verdun, pour mieux appréhender et comprendre cette horrible guerre endurée par des millions d'hommes dont beaucoup, vraiment beaucoup, n'en sont jamais revenus. Les enfants témoignent de ce qu'ils ont vu. Reportage. Les élèves de l'école publique Suzette-Agulon ont effectué un séjour scolaire et de mémoire sur Paris et Verdun au mois de décembre. Ils ont fait ce séjour scolaire dans le but de préparer la commémoration du centenaire de la Grande Guerre qui aura lieu le 11 novembre 2014 sur Florac. Voilà. Donc ce séjour scolaire, en fait, il avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, pour nous, enseignants, c'était de rechercher, de développer une démarche active des élèves qui contribuent finalement à atteindre les objectifs que propose l'éducation nationale, notamment dans la discipline de l'instruction civique et morale. C'est aussi donner du sens aux apprentissages et justement les détacher d'une simple exposition du passé. Et ça nous paraît être important que les enfants puissent réaliser sur le terrain concrètement à quoi ressemblait cette grande guerre qui a été quand même barbare dans tous les sens du terme. C'est aussi proposer un parcours civique de l'élève qui est pour nous, enseignants, le fil conducteur d'un travail de mémoire réfléchi et bien pensé. C'est aussi favoriser la compréhension et surtout l'assimilation de faits historiques, parce que bien souvent dans les manuels scolaires on se noie avec ces faits historiques, et donc l'idée d'aller sur le terrain, ça permet aussi de se rendre finalement compte de ce qu'était cette grande guerre, et c'est aussi en quelque sorte diversifier les supports, parce qu'on sait très bien que les enfants ne rentrent pas forcément tous de la même façon dans le projet, et diversifier ces supports, c'était permettre aussi à chaque enfant de pouvoir préparer au mieux ce centenaire de la Grande Guerre. Donc ça a été une aventure humaine très enrichissante pour les enfants, pour nous aussi, accompagnateurs ou enseignants. Et je pense que en fait, tous les enfants en auront retiré beaucoup d'éléments et surtout qu'ils auront appris beaucoup de choses. Cette flamme représente tous les soldats morts pour la France. Et pour raviver la flamme du soldat inconnu, il faut une épée. Et je remarquais qu'il y avait plein de fleurs autour de la flamme du soldat inconnu. J'ai trouvé qu'il y avait comme une bouche de canon qui allait vers le ciel. Alors là, c'est un colombophile. C'est un canon qui transportait les pigeons. Le rôle des pigeons servait à transporter des messages. Et je sais que les pigeons avaient un rôle très important pendant la Première Guerre mondiale. Les pigeons, pendant la Première Guerre mondiale, servaient à transporter des messages. Ils étaient souvent médaillés comme des hommes. S'ils n'étaient pas ouverts par des Français, là où il y avait le mot, ça explosait. J'ai été impressionnée par la quantité de pigeons qui ont été amenés à la Première Guerre mondiale. J'ai appris que les soldats mettaient des appareils photo aux pattes des pigeons pour que les pigeons prennent des photos des camps ennemis. Et j'ai appris que les Allemands, quand
Ils voulaient détruire les pigeons et ils envoyaient des faucons. J'ai appris que les soldats avaient très peu de manger. J'ai été impressionnée par la quantité que la cuisinière pouvait porter. Et j'ai appris que les soldats français mangeaient sous la pluie d'obus et mangeaient très vite pour aller combattre. Les Français ne mangeaient pas beaucoup. Et j'ai appris que la soupe que les soldats mangeaient, elle arrivait froide. Et j'ai appris que les camions qui n'avançaient plus, on les poussait dans le fossé à côté de la voie sacrée pour ne pas empêcher les autres camions d'avancer. J'ai appris qu'on a appelé la voie sacrée comme ça parce que les Allemands avaient bouché toutes les voies ferrées pour aller à Verdun. Il n'en restait plus qu'une. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée la voie sacrée. J'ai appris que les camions transportaient des soldats et des munitions. J'ai appris que quand il y avait un trou sur la voie sacrée, il y avait des hommes qui rebouchaient le trou pour pas gêner les camions qui arrivaient et qui repartaient. Et ces camions, ils faisaient la relève, c'est-à-dire qu'ils amenaient des soldats. Ils en reprenaient des tranchées. Dès que je suis rentrée dans l'ossuaire de Douaumont, j'ai trouvé que c'était très austère. Et j'ai appris que derrière chaque pierre, il y avait une vie de soldat et qu'il y en avait vraiment beaucoup. J'ai vu que dans chaque pierre, il y avait des ossements. J'ai été impressionnée par l'âge des soldats qui sont morts. J'ai appris que à chaque pierre gravée, il y avait une famille qui avait écrit le nom de leur fils, leur neveu, leur cousin. Je sais que les soldats dormaient à deux dans un lit et qu'ils dormaient sur de la paille. Comme on peut le voir, ce n'est pas le grand luxe. Et que chaque minute, ils entendaient un obus éclater. Il y a beaucoup d'humidité, il arrive très froid. Mes camarades ont commenté les lits du fort de Douaumont. C'était très inconfortable, mais c'était le luxe 4 étoiles par rapport aux tranchées. À suivre donc dans nos prochaines éditions. Et à Florac, toujours, s'est ouvert le 14 février dernier la 23e édition du festival Contes et Rencontres avec cette année une programmation exceptionnelle. Qui mieux que Jean-Luc Aiguille pour nous en parler? Nous sommes dans le cadre du 23e festival Contes et Rencontres qui débute ce soir, jour de la Saint-Valentin à Florac. 23e donc festival qui se caractérise évidemment par une ouverture ce soir assez exceptionnelle avec Richard Boringer, ce qui n'enlève rien de toute façon à la programmation qui a été mise en place cette année par notre équipe d'animation qui a dépensé une énergie assez forte justement pour proposer quelques 40 soirées et 14 spectacles différents, où la philosophie de notre festival va en s'amplifiant, c'est-à-dire que nous allons donner la parole à la parole, et ça se décrypte en 3 temps. Le conte et le spectacle. Deuxièmement, c'est la création, et troisièmement, c'est l'art au conte. Je ne pourrais pas ne pas les remercier. Je voudrais que vous saluiez le travail aussi remarquable que vont faire les quelques 40 foyers ruraux qui, tout au long de cette quinzaine, vont vous accueillir et vous permettre de passer de superbes soirées. Parce que vous apercevez que cette année, la fédération départementale, du moins l'équipe de programmation, je vous demanderai là par contre d'applaudir Marie et Sylvie qui ont tapé très fort en invitant Richard Boringer pour cette ouverture. Parce que la nicotine, tu vois, elle enrobe le souci. Donc tu arrives à vivre avec, si tu retires le souci, bah non, donc ça fait 3 jours que je vois des apparitions, un lézard devant mon mur, de foufleux, hein.
Ça fait quand même 5 jours que j'ai pas fumé. Pas de celle-là. Faire un festival de contes en plein hiver en Lozère, c'est une gageure. Et que nous sommes tous un peu stressés parce que le temps, j'espère, va être de la partie. Ce qui va permettre justement à ce festival itinérant de tenir toutes ses promesses, c'est-à-dire de la chaleur humaine, parce qu'il faut savoir que tous les foyers ruraux vont vous attendre justement dans leur salle. La rencontre et l'échange justement entre spectateurs et artistes à l'issue justement de ces spectacles. Pour un homme qui n'aime pas les questions, pour un homme qui n'aime pas les caméras, Richard Boringer, lors de sa venue à Florac, où il a fait un triomphe, a accepté de dialoguer un long moment avec Patrice Guichard. Il y parle de la Lozère. Extrait. Si vous leur dites, j'étais en Lozère, là, tout à l'heure, j'ai eu un bon pote à moi qui est différent. Oh, il m'a dit, putain, t'as du pot, c'est beau, là, Lozère. J'ai dit, ouais, mais on est arrivé. On a fait une jolie route, donc j'ai vu des trucs et tout. De ce côté-là. Parce que j'étais pas arrivé par ce côté-là la dernière fois. J'étais pas arrivé par ce côté-là, quoi que je sais pas. C'est tellement sauvage que on peut... l'identité sans cesse répétée du paysage des montagnes, c'est assez curieux, quoi. La couleur de la pierre, cette huile de pierre, c'est rude, hein, c'est rude. Hein. C'est rude, mais c'est la vie aussi, c'est la vie aussi. L'intégrale de cette rencontre sera dans notre prochaine édition. À ne pas manquer donc. Voilà, cette édition est terminée. Je serai ravie de vous retrouver le mois prochain. Et toi, t'as pas trop mal au ventre ?